Donc, je suis Sandra Bouèche, donc je suis la directrice d'édition des éditions CEDRAP. Nous avons mis en place ces réunions, donc c'est notre première émission en direct et on vous remercie vraiment chaleureusement de votre soutien déjà parce que vous êtes nombreux à être avec nous. Donc, cette émission que nous avons intitulée Parlez-en avec la CEDRAP. L'idée, c'est justement d'accompagner le confinement et la poursuite pédagogique avec plusieurs outils et notamment cette première réunion en fait partie. Donc, cette participation à la continuité pédagogique, comme je vous disais dit, elle se fait de plusieurs manières par les éditeurs. Nous, notre choix, ça a été notamment d'organiser ces rendez-vous pédagogiques avec vous pour la grande majorité enseignants, et je sais qu'il y a quelques parents aussi parmi vous qui sont attentifs à l'éducation et qui nous ont aussi posé des questions. On a fait aussi d'autres actions, notamment on a créé un site qui s'appelle Graines d'écrivain. Alors, l'objectif du site Graines d'écrivain est très différent puisque c'est plutôt la promotion pour la littérature. L'idée de ce site aussi, c'est d'avoir un échange, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui peuvent écrire ou raconter leur histoire. On va les publier sur le site internet. Donc, c'est nouveau, mais on a déjà plein de petits films de nos auteurs qui sont là. Donc, allez-y, faites vivre aussi avec vos élèves, puisque nous allons publier leurs ouvrages sur ce site, et c'est vraiment redonner goût à la littérature jeunesse. Une autre action que nous avons mis en place aussi, c'est de permettre à tous les enseignants d'avoir comme support dématérialisé tous nos manuels scolaires. Donc, nous avons mis gratuitement, bien sûr, tous les manuels CEDRAP, ça va de la méthode de lecture en CP jusqu'aux mathématiques CM2. Tout est disponible gratuitement. Les guides du maître aussi pour pouvoir les corriger, la conduite de classe, etc. Nous avons mis également nos manuels interactifs pour pouvoir s'entraîner, refaire l'exercice, se corriger, voir la correction, etc. Donc, les élèves peuvent s'entraîner sur nos manuels interactifs. Et notamment, ben voilà, cette émission qui aura lieu 2 fois par mois. Parlons-en avec la CEDRAP, avec aujourd'hui un thème qui est l'école à la maison. Alors, ce thème vous a beaucoup inspiré. On a reçu énormément de questions. On ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Alors, on en a parlé avec les intervenants un petit peu. On s'est dit comment on allait faire. Alors, on a regroupé ces questions en thèmes. On a regroupé essentiellement 4 thèmes. Et on va débattre autour de ces 4 thèmes pour essayer de répondre à l'ensemble de vos questions, en espérant bien sûr que vous nous pardonnerez si certaines ont été mises de côté parce qu'on va peut-être manquer de temps. Je crois que c'était très ambitieux. L'école à la maison est un thème tellement énorme qu'on pourrait en débattre la journée entière, je crois. Donc, ben, voilà, on a laissé donc les caméras des intervenants visibles. Donc, je vais faire les présentations. Alors, d'abord, vous avez Jeanne, donc Jeanne Ousmane Neugière. Excusez-moi si j'écorche le nom. Donc, vous avez été éducatrice auprès des jeunes enfants. Vous êtes psychologue, anthropologue et travaillez sur la psychologie de l'enfant. Et vous intervenez en tant que formatrice à l'Institut Saint-Simon. Vous accompagnez bien sûr les familles face à ces événements qui nous touchent actuellement afin de leur apporter un soutien psychoéducatif. Et bien sûr, votre regard nous intéresse dans ce thème. Ensuite, nous avons ici Morgane Céard. Alors, Morgane, vous la connaissez certainement en tant que blogueuse Lutin Bazar. On ne la présente plus pour un grand nombre d'enseignants en tout cas, puisqu'elle est quand même, elle a beaucoup de visiteurs. Vous êtes professeur des écoles en classe de primaire, donc c'est quand même avant tout une praticienne, quelqu'un de terrain qui travaille aujourd'hui auprès de ses élèves comme vous, la plupart des enseignants à distance. Donc, blogueuse, vous partagez bien sûr sur votre blog plein de belles idées pour la classe, vous donnez des conseils, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, notamment fiches mémo français et maths du CP au CE2 et mon organiseur de profs des écoles 2020-2021. J'espère que je n'ai pas écorché les produits. Bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis Serge Bouèche. Alors, Serge Bouèche, vous avez été professeur des écoles, conseiller pédagogique, auteur de livres jeunesse. Alors, pendant 10 ans, vous avez été aussi le conseiller scientifique des éditions Milan. Vous êtes auteur et directeur de collection de plusieurs méthodes de manuels scolaires, mais notamment aussi de 2 méthodes de lecture. Et vous avez fondé avec un ami les éditions CEDRAP en 85, donc il y a 35 ans. Et également, bien sûr, enfin pas bien sûr, vous êtes également fondateur d'une association qui s'appelle Promotion de l'école francophone dans le monde. Donc, justement, au sein de cette association, de façon bénévole, vous avez formé des enseignants au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Indonésie, en Éthiopie, à Cuba, bref,
un peu partout dans le monde, hein, donc j'en passe. Et voilà, donc qui de mieux que vous pour ouvrir le bal des émissions en direct pour Parlons-en avec la CEDRAP. Merci encore à vous d'être là et bienvenue. Donc, nous allons aborder ce thème, l'école à la maison, par 4 grands thèmes, notamment le premier, qui est la relation enseignant-enfant-parent. Alors, un thème assez vaste, je dirais, on a eu plein de questions. Voilà, on en a sélectionné quelques-unes qui résumaient un petit peu le nombre de questions. Alors, une première, je peux lire la première, mais qui sera un peu le déclencheur pour le débat. Hein. Quels sont les points essentiels d'une continuité pédagogique? Comment cibler précisément les besoins de des parents d'élèves, pardon, à ce dispositif, etc. Donc, peut-être une première réaction, Serge Wesch. Bon, oui, effectivement, comme il a été dit là, c'est un grand thème qui englobe beaucoup de choses. On parle plus habituellement de la relation enseignant-élève-parent, parent d'élèves, etc. Et là, c'est nouveau. Le virus est arrivé, on parle d'enseignant-enfant-parent. Je me voudrais mettre l'accent sur la différence entre l'enfant et l'élève. Dans le milieu scolaire, il est repéré comme tel. Et là, on aimerait que cet enfant qui se développe dans le milieu familial se transforme par moment en élève. Est-ce possible? Déjà, il faut voir les représentations que se font chacun de l'autre. Pour les enseignants, ils peuvent penser que certains parents peuvent remplir certaines missions, soit par leur motivation ou leur formation personnelle initiale. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont choisi de ne pas envoyer l'enfant à l'école, ce que la loi française permet d'ailleurs, et sous le contrôle de l'inspecteur départemental, faire l'instruction à la maison. Mais c'est quand même des cas très particuliers, ou bien lorsque l'enfant hospitalisé, ou bien à l'étranger, etc. Donc, une fois dès qu'on a dit ça, je crois qu'il faudrait que l'on rappelle aussi, pour mettre en perspective toutes nos interventions, qu'on rappelle une chose, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a défini des objectifs de fin de cycle. Fin de cycle, ça veut dire, pour les parents, je dis ça en particulier, parce que les enseignants le savent, à la fin de la grande section, pour ce qui concerne la maternelle. Donc, voilà ce que l'enfant devrait savoir à la fin de la grande section. Voilà ce que l'enfant devrait savoir à la fin du CE2, CP, C1, CE2, et voilà ce que l'enfant doit savoir à la fin du CM2. Et même au collège, ça continue derrière. Donc, on parle d'ailleurs de plusieurs différences de niveau de savoir. Et alors, une fois qu'on a dit ça, premièrement, il faut dédramatiser. Se dire qu'on est confiné depuis 2 mois, mais donc ça dure 3 mois, 4 mois, mais c'est 4 mois par rapport à 3 ans. Donc, calmons-nous, pas de panique à bord. Ensuite, il faut tout de suite se rendre compte, là je parle surtout aux parents, qu'il y a 3 types de savoirs. Il y a les savoirs, 7 x 7, 49, c'est un savoir. Si je mélange le bleu et le jaune, c'est du vert, c'est un savoir. Il y a le savoir-faire, c'est-à-dire la façon de m'y prendre, ma stratégie, etc., la situation de problème que j'arrive à régler. Et il y a le savoir-être, c'est ma façon d'être, c'est mon développement. Et ça regarde principalement les parents, mais aussi les enseignants. C'est pour ça qu'ailleurs on est passé de l'instruction civique à l'éducation nationale. Alors, sur quoi les parents, mais tous les parents, peuvent aisément intervenir? Sur les savoir-être, ils le font déjà. Le virus n'est pour rien. Et heureusement d'ailleurs, c'est leur enfant et ils leur donnent l'éducation. Sur le savoir-faire, très difficile, parce que là, c'est la professionnalité. Et les enseignants ont 5 ans de formation, plus des concours, plus encore de la formation. Derrière, c'est un ingénieur en pédagogie. Et là, les savoir-faire, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Les parents peuvent s'essayer avec l'aide de l'enseignant, bien sûr, mais demander à un parent de s'improviser, c'est très difficile. Par contre, les savoirs, ça oui. Alors, premièrement, moi, je crois qu'il faudrait se centrer plus sur les savoirs et laisser le reste savoir-faire aux enseignants et le savoir-être des parents l'ont de toute manière. Bien, alors, ensuite, une fois qu'on a posé, qu'on a balisé ces choses-là, on peut se dire, pour intervenir, comment et combien de temps? Bon, le débat peut-être va l'approfondir. Moi, j'arrêterai là, mais je serai d'avis
de baliser le temps de la journée en 2 grands moments, un le matin, un l'après-midi, de négocier, oui, de négocier avec l'enfant, le parent avec l'enfant, de pas 1 heure, 45 minutes le matin, 45 minutes l'après-midi. Mais par contre, avec un horaire bien, bien déterminé. Par exemple, 10h, 10h45 et l'après-midi, 16h, 16h45. Et là, on est en position vraiment d'apprentissage. C'est-à-dire, on est assis à sa table, on est en silence et on va apprendre. On ne va pas jouer, à apprendre. Bettelheim a dit que l'enfant, il n'est pas dupe, il n'aime pas qu'on le manipule. Il est là pour apprendre des savoirs, des connaissances précises. Et l'après-midi, pareil. Ça suffit. Je veux dire, si ces 2 moments-là sont bien balisés, sont bien maîtrisés, les connaissances qu'il va acquérir sont suffisantes. Le savoir-être, il est déjà, et le savoir-faire, il peut attendre l'école. Maintenant, s'il y a des parents qui sont disponibles et que l'enseignant a la générosité de donner un peu de son expérience et de ses connaissances pour engager les parents dans un savoir-faire, qu'il le fasse, tant mieux. Mais avoir l'espoir que tous les parents puissent suivre ça, ça va être difficile. Bon, voilà moi en tout cas comment j'envisage la chose. Peut-être une réaction de Morgane sur cette continuité, sur la relation enseignant-enfant-parent dans cette période-là un peu particulière. C'est vrai que la relation a un petit peu changé, puisque là, vous devenez aussi quelqu'un qui va aider le parent, pas seulement l'élève, mais là, de façon beaucoup plus proche. Donc, avec quels outils, par exemple, ou quelles relations vous pouvez avoir avec les parents à distance ou pas à distance? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous arrivez à en avoir déjà? Alors, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup de relations avec les parents parce que justement, je trouve que c'est ça qui est essentiel, justement, dans ce thème, c'est la relation. On nous parle beaucoup de continuité pédagogique et alors, au départ, on partait pour 3 semaines de confinement, donc je pense qu'on a été nombreux à se dire on va essayer de maintenir le rythme et d'assurer jusqu'à la reprise. Mais là, je pense que le terme continuité pédagogique est beaucoup plus pertinent et que du coup, il faut oublier un peu le programme et être plus dans une relation que surtout les enfants gardent un lien avec nous, avec l'école. Et on peut guider les parents, leur donner des pistes, etc. Mais effectivement, ils ne sont pas enseignants, ils ne peuvent pas s'improviser enseignants, ce n'est pas leur rôle. Donc peut-être être sur des savoirs ou des choses moins scolaires et les accompagner là-dedans, garder le lien, demander aux enfants de nous écrire régulièrement, ce qu'ils font volontiers, mais effectivement on s'éloigne un peu de ce rôle d'instit qu'on a en classe. Pas le même statut, mais on garde quand même une importance pour les enfants et ils ont envie de nous voir, donc je pense que c'est important de garder ce lien. Jeanne, on pense beaucoup aux parents aussi qui parfois, quand ils quand ils essaient de mettre les enfants au travail, ça génère du conflit. Alors il y a déjà le stress de la période qu'on est en train de vivre, le fait qu'ils soient déscolarisés de façon forcée, on va dire, le stress de la maladie, ils entendent ce qui se passe aussi, et maintenant le conflit aussi peut-être avec certains parents ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme retour, vous, comme question peut-être? Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas une réponse puisqu'il y a plusieurs situations très différentes et qu'il n'y a pas un parent modèle. Il y a des parents qui sont en télétravail, d'autres qui sont en angoisse par rapport à leur propre employabilité ou financière. Il y a des parents qui sont dans des petits appartements. Enfin, les contextes de chacun sont tellement divers que je pense qu'il faut savoir que forcément, ça devient, c'est ce qui est fatigant pour les retours que j'ai des enseignants, ça devient aussi une relation de 1 pour 1, famille à enseignant, ce qui démultiplie et ce qui change beaucoup la relation, puisqu'elle n'est plus tout à fait la même et sous la même fonctionnement et organisation que d'habitude. Donc tout le monde est en période d'adaptation. Je pense qu'il faut se rappeler de ça, que ça soit les enfants, que ça soit les parents, que ça soit les enseignants. On est en train de développer des compétences et des savoirs par rapport à une situation unique. Donc, il faut de la tolérance vis-à-vis de chacun, que ce soit des enfants qui ont du mal à s'y mettre en étant à la maison, parce que la maison n'est pas l'école. Et donc, on demande quand même à des petits de faire de la maison l'école. Ça ne l'est pas. Donc, pour certains, on va dire ça comme ça, c'est aisé, parce qu'il y a une habitude, il y a des habitudes de travail qui se prennent. Pour d'autres, ça n'est pas un lieu qui renvoie au scolaire et au travail. Et du coup, on va avoir aussi des parents qui vont se sentir obligés de faire l'enseignant à la maison, ce qui est une erreur également. Ils ne peuvent pas,
ils ne doivent pas. Les parents doivent rester parents, les enseignants restent enseignants et les enfants restent enfants. Et l'idée, c'est qu'on puisse accepter que l'on ne soit pas en capacité de faire les uns la même chose que les autres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Morgane. L'idée, c'est garder le contact, justement, garder le lien, repérer les difficultés, parce que l'idée, c'est pas seulement le confinement, on le verra après, c'est aussi comment on soutient ses enfants et ses familles pour la reprise, pour maintenir le lien, maintenir un rendez-vous avec l'enseignement, le scolaire, les savoirs, sans attendre d'objectifs, de résultats, sans attendre le fait de pouvoir faire ou pas un programme. Je pense que ça, c'est important. Tout le monde est en période. Alors là, on est parti pour un mois. Donc, on sent qu'il y a des aménagements de un mois. C'est pas la même chose que 2 fois 15 jours en se disant, bon, à la fin des 15 jours, ça y est, on va. Donc, bon, il fallait juste essayer de poser une sorte de tenir jusque-là. Et là, non, on voit bien qu'on est rentré dans autre chose et il va y avoir des contre-coups divers, certains à des moments différents, et les enseignants doivent être là pour maintenir un lien, de percevoir les fragilités, les difficultés, si possible, comme dit Serge, j'en ai un peu plus pour ceux qui ont une appétence et qui ont envie et pour lesquels parfois c'est rassurant pour certains enfants, pour certains parents, de pouvoir avoir du temps autour du scolaire, parce que c'est quelque chose qu'on contrôle. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est l'inverse du contrôle, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas beaucoup et qui génère beaucoup de conflits. Et je dirais la principale chose pendant ce confinement, c'est favoriser des relations le plus apaisées possible. Voilà. Très bien. Parmi les questions qui sont revenues aussi, et nous on l'a vu aussi dans des demandes aux éditions CEDRAP, ce sont les cahiers de vacances. Alors je sais qu'habituellement ça a une place particulière, les cahiers de vacances. Or là, nous ne sommes pas en vacances. En tout cas, tout le monde n'est pas en vacances, ça dépend des zones, on va dire. Et pourtant, on a des parents qui basculent en laissant tomber le manuel habituel en classe et qui vont vers un cahier de vacances peut-être plus facile pour eux à utiliser. Justement, quel conseil vous apporteriez à ces parents ou peut-être une remarque vis-à-vis de ces cahiers de vacances? Alors, le micro est fermé. Il faudrait le rallumer. Voilà, c'est bon. Oui. Bon. C'est-à-dire que tout dépend des relations qui ont été, puisqu'on parle des relations qui ont été établies entre l'enseignant de la classe de l'enfant dont on parle. Moi, si j'étais encore professeur des écoles, ça me renvoie loin, je pense que je donnerais aux familles des contenus, des savoirs, comme je disais tout à l'heure, précis, que l'enfant devrait pouvoir acquérir dans les différentes disciplines, pas forcément qu'en français et en maths d'ailleurs, dans toutes les disciplines scolaires, bien sûr. Ces connaissances seraient bien sûr limitées, et puis après, je laisserai tranquille l'enfant. Et il y a tellement de choses à faire intéressantes et se laisser grandir les enfants, parce qu'eux-mêmes, ils sont pleins d'aspirations, d'envie, et les accompagner dans leur envie, souvent, c'est suffisant pour qu'ils grandissent. Alors, dans le cas où l'attitude de l'enseignant, c'est-à-dire par rapport dans la relation avec les parents et l'enfant élève là, n'est pas et de telle sorte que les parents s'y perdent, on n'y trouve pas leur compte, parce que c'est les deux choses. Il peut s'y perdre parce qu'il n'a pas la compétence de pouvoir pour comprendre clairement ce qu'on lui demande, ce qu'on demande à l'enfant. Dans ce cas-là, je dirais, pourquoi pas les cahiers de vacances? Parce que de toute façon, les cahiers de vacances, ils s'inscrivent dans des programmes, ils prennent en compte l'autonomie de l'enfant qui est par définition en vacances avec les parents. Donc, pourquoi pas? Mais je dirais, c'est pas le but qu'on doit rechercher en premier. Mais de dire que ce serait une aberration, ce serait faux aussi. Donc tout dépend, je résume, sur la relation qu'a établie l'enseignant avec la famille en question. Moi, je crois qu'il faut faire simple, et dans ce cas-là, les parents sont rassurés, ils feront simple et ce sera efficace. Et après, laisser accompagner l'enfant dans son envie de grandir, c'est suffisant. Voilà. Moi, je rajouterais que si les parents ont cette envie ou ressentent ce besoin de se tourner vers ces outils-là, c'est sans doute que ce que donne l'enseignant, effectivement, il n'arrive pas à le suivre, il n'arrive pas à le comprendre, peut-être que c'est mal adapté.
faut quand même pas oublier que on n'est pas formé pour faire classe à distance et que oui, on se trompe aussi et tout ce qu'on propose n'est pas bien carré. Et non, on n'était pas prêt. Et ça, il faut l'assumer hein, et déculpabiliser aussi. Et peut-être la première chose qu'on peut dire aux parents, c'est avant de se tourner vers d'autres supports, hein, ce qui n'est pas aberrant du tout, mais peut-être demander à l'enseignant de communiquer, envoyer un mail ou demander un appel téléphonique, faire un point avec l'enseignant qui connaît l'enfant et qui pourra orienter. Moi, je trouve que c'est important, avant de partir sur d'autres supports, quitte à mal doser, parce qu'il y a des parents qui veulent aussi, par peur que l'enfant prenne un retard, qui veulent trop en donner et trop d'exercices, peut-être se tourner vers l'enseignant, en discuter. Toujours cette relation-là. Alors justement, au-delà des contenus, on va comme ça peut-être passer au thème suivant, c'est au niveau du rythme et des progrès. Alors par exemple, combien de temps tout simplement faut-il faire travailler les enfants le matin? 45 minutes pour un enfant de 4 ans, 1 heure, une demi-heure, 20 minutes? Est-ce que c'est lié à la discipline? Est-ce que c'est... Voilà, peut-être Morgane, je vois qu'il y a une réaction directe là. Donc, mais c'est une question que tout le monde se pose hein, à la maison. Effectivement, le rythme, la concentration n'est pas la même puisqu'on est seul. 45 minutes à 4 ans, clairement pas et pas d'un trait. Déjà à 8-9, c'est compliqué. Alors, tout dépend de l'enfant, des contenus. Ce que proposait Serge tout à l'heure, effectivement, de déterminer un emploi du temps avec l'enfant, avec lequel que l'enfant soit d'accord avec ce planning-là, que ce soit une sorte de contrat tacite. Il y a des enfants qui sont plus disposés le matin, on va dire de manière traditionnelle, mais pas tous. Donc ça, je pense qu'il faut que les parents se fassent confiance aussi parce qu'ils connaissent leurs enfants. Ensuite, moi, je conseille en tout cas aux parents de mes élèves de faire des séances assez courtes et surtout des pauses. À l'école, les parents pensent que effectivement, les enfants sont en classe 3 heures avec une récréation de 20 minutes. Ils ne sont pas concentrés pendant 3 heures. Ils n'ont pas l'attention de l'enseignant sur eux pendant 3 heures. Donc, ils peuvent se permettre de décrocher et c'est normal. Donc, à la maison, si le parent est sur le dos, on va dire, de l'enfant pendant 1 heure, c'est trop. Donc, il faut écouter l'enfant et négocier avec lui, voir ce dont il est capable pour qu'il soit dans l'efficacité et pas la contrainte. C'est toujours pareil. On n'est pas à l'école et il n'y a pas les copains autour, donc c'est pas pareil. Il me semble que recréer des rituels est important. L'école a ses rituels. Sa sonnerie, la récré. Il y a des rituels de la classe. Et ça, c'est des repères. Et les enfants, sur l'âge sur laquelle on est en train de balayer, ont besoin de repères. Et là, ils ont perdu les repères. Effectivement, ils sont plus sur des repères de vacances que des repères de travail. Donc, il faut reconstruire quelque part une place pour des repères de mise au travail et de comment, à quel endroit, à quel moment, avec le fait qu'on retrouve des parents, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas? J'ai eu plusieurs parents en télétravail qui m'ont dit que c'était les grands-parents qui s'occupaient du travail scolaire. Donc, on a pas mal d'aménagements qui ne sont pas ceux que l'on projette, nous, en imaginant l'école à la maison. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi se donner le temps d'essayer chacun avec ses réalités familiales, de trouver en tout cas cette espèce de rendez-vous avec les savoirs, avec le scolaire, avec le temps de se poser dans du plaisir, parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est pas l'objectif de réussite, c'est l'objectif de se mettre face à ce temps-là. Et si déjà, je pense, on arrive à créer ça dans quelque chose de plutôt détendu, on aura fait un sacré chemin, même peut-être pour des enfants qui sont en difficulté d'aller vers des temps pour d'apprendre la poésie, la dictée, etc. Ce que je rencontre régulièrement, des parents et des enfants qui sont en conflit là-dessus. Et je pense qu'une des choses, c'est trouver ces repères-là, à quel moment on crée ce petit rituel plaisant avec un temps, on va dire, de valorisation du fait qu'on ait pu parcourir ça et avoir engagé cette attention-là sur des aspects plus scolaires, plus rendez-vous. Garder le plaisir d'apprendre, le plaisir effectivement de ce moment-là. Autre chose, c'est vrai qui revenait beaucoup dans les questions, c'était notamment entre quel moment on peut attendre du parent. Hein, là, on parle bien comment peut l'enseignant conseiller le parent.
entre le moment d'apprentissage et ceux d'entraînement. Alors, je sais que ça va porter du débat. Et aussi, est-ce qu'il faut se concentrer justement, puisqu'on est quand même déscolarisé, finalement à faire que des maths et du français, ou au contraire varier dans ce rituel-là? Est-ce qu'il faut le ritualiser uniquement les disciplines, on va dire, entre guillemets, qui paraissent essentielles, maths, français, hein, puisque c'est souvent sur ça qu'on remet sur le tapis, et je fais exprès de vous provoquer de cette manière-là, et parlons aussi de l'apprentissage et de l'entraînement. Peut-être Serge Bouèche, un petit mot là-dessus? Oui. Alors, apprentissage et entraînement. Alors, essayons de donner, de replacer un peu ces deux termes, de les remettre à la bonne place. L'apprentissage, c'est le moment où l'enfant va construire un savoir. Il le découvre, il apprend. Et l'entraînement, c'est le présupposé, c'est qu'il a acquis ou est en train de l'acquérir, et c'est par la répétition d'exercices, pour parler simple, qui va pouvoir intégrer et s'approprier totalement cette connaissance. C'est une façon, je dirais, un peu simplifiée de dire les choses, parce qu'en fait, tout ne se passe pas exactement comme ça. Là, je m'adresse plutôt aux parents, parce que les enseignants le savent déjà. Lorsqu'on aborde une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, qui soit savoir, surtout, je me réfère surtout à savoir-faire, là, d'abord, il y a pour l'enfant ce qu'on pourrait dire la règle du jeu, c'est-à-dire que on efface, si on est au CE1, on dit bon, j'adore la banane, mais je préfère les bananes bien mûres. Si on compare les deux mots banane, on se rend compte qu'il y a un phénomène orthographique qui se passe, c'est que tout d'un coup, il y a un S qui apparaît. Et de là, de cette observation, on va en tirer une règle, je fais simple, que le pluriel amène de mettre ce petit signe-là, ce S, à la fin du mot. Et après, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a les verbes, les accords, etc., etc. Mais restons sur cet exemple-là. Donc, on l'a découvert. Une fois qu'on l'a découvert, on va vérifier si ailleurs, ça se passe pareil. Puis, on va mettre toute une série d'exercices, d'entraînement, où l'enfant va devoir signaler les pluriels ou les singuliers. Bon. Donc, le moment de l'apprentissage peut être un moment long, qui suppose pas une séance, mais plusieurs séances répétées. Ça dépend du niveau de... Et l'entraînement, ce sont des moments qui peuvent se faire aussi ailleurs. C'est pas obligé que ce soit linéaire. J'apprends et de suite après, je m'entraîne. Même si le schéma habituel, c'est il y a une situation problème, je l'analyse, j'en tire une règle, j'applique cette règle, je m'entraîne à appliquer cette règle, je m'approprie, et même, il y a une étape qui est extrêmement importante, c'est que je vais le faire avec un père, chose qui ne peut pas se faire à la maison, c'est-à-dire avec un camarade. Et avec des mots qui sont à nous, on va faire ce qu'on appelle l'auto-socio-construction, c'est-à-dire que chacun va essayer d'aider l'autre, et parfois même c'est le bon élève, qu'on appelle le bon élève, qui va aider l'autre, mais ça vient renforcer sa connaissance, et l'autre, il a le plaisir de découvrir. Donc, vous voyez, ce sont des étapes que l'enseignant, lui, ingénieur en pédagogie, il a l'habitude de pratiquer dans sa classe, mais que les parents, bien sûr, n'ont pas l'habitude, et c'est bien normal, c'est légitime. C'est pour ça que, dans mon introduction, je disais qu'il serait bien que on ritualise, comme nous disait notre cher psychologue, les moments où l'enfant va être en situation d'apprentissage sur des savoirs, restons simples, et adaptés bien sûr à son âge, et laissons, puisqu'il s'agit de 2 mois, les choses un peu compliquées à l'ingénieur en pédagogie, à l'enseignant, dans son retour à l'école. Sauf si les parents, bien sûr, sont à un niveau qui lui permettent de le faire. Dans ce cas-là, il faut le faire. Morgane? Je pense qu'il faut ajouter à ça, peut-être vraiment insister auprès des parents sur le fait de déculpabiliser, parce que je pense que les parents se mettent aussi beaucoup de pression par rapport au programme, parce qu'ils en entendent parler beaucoup dans les médias, etc. Mais en ce moment, tout le monde est confiné. Donc, c'est pas se dire mon enfant va prendre du retard alors que les autres vont avancer sans lui. Non. C'est peut-être essayer de se dire que justement ces 2 mois ou peut-être 3 qu'on vit et qui nous sont imposés peuvent être une chance d'approfondir
peut-être de mettre un peu en pause justement les nouveaux apprentissages, d'approfondir les acquis, de les manipuler par le jeu, de prendre du temps, ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire en classe, et effectivement garder tout ce qui est vraiment gros apprentissage et savoir-faire pour le retour à l'école. Voilà, moi en tout cas moi c'est ma décision en tant qu'enseignante. Au début je me disais bon on va commencer vraiment, il faut qu'on suive le programme. Là, j'ai aussi profité des vacances pour déculpabiliser moi en tant qu'enseignante et me dire, c'est pas grave, ils sont en CE1, en CE2, peut-être en CM1, ils passent pas le bac à la fin de l'année, ni l'année prochaine, donc on a le temps. Donc, prendre le temps de jouer. C'est vrai que beaucoup de parents travaillent pendant la journée, donc les enfants leur procurer peut-être du matériel pour jouer même entre frères et sœurs. Varier le numérique, là je parle aux enseignants, hein, le numérique et le non numérique, parce que je vois beaucoup d'outils numériques qui sont super. Moi-même, j'en conseille à mes parents d'élèves, mais nous avons un public, nous, d'élèves de primaire qui n'est pas équipé, chaque élève de primaire n'a pas son ordinateur ou sa tablette, donc les parents ont besoin de leur matériel pour travailler la journée. Donc on ne peut pas tabler que sur du numérique, on ne peut pas tabler que sur des exercices non plus. D'une part parce que les enfants ne sont pas toujours autonomes devant et parce qu'il faut les imprimer. Donc là, c'est des contraintes techniques. Donc je pense qu'il faut varier, proposer un panel d'activités et dire aux parents qui n'ont pas eu le temps de faire une activité, c'est pas grave, vous la ferez plus tard ou vous la ferez pas ou vous mènerez cet apprentissage autrement. Mais voilà, peut-être prendre du recul par rapport à ça, c'est l'essentiel. Alors justement, pour basculer peut-être sur le thème suivant, où je ferai un lien, il y a le problème des familles aussi qui ont plusieurs enfants à gérer, donc une fratrie. Donc comment faire justement quand on a des enfants de plusieurs âges différents, ils peuvent avoir 2 ans d'écart, ils peuvent avoir 5 ans d'écart. Donc voilà, comment gérer ça? Et bien sûr, puisqu'on arrive sur ce nouveau thème, ça crée forcément de la fatigue, etc. Bon, on a parlé du stress tout à l'heure, donc garder cet engouement des élèves, des enfants, parce que là on est dans la famille, au sein de la famille, c'est quelque chose qui préoccupe les parents. Donc là encore, peut-être une réaction de Jeanne sur ça, sur la motivation des élèves et sur la fratrie aussi peut-être. Déjà, la motivation, elle ne peut pas. Alors moi j'ai un problème de connexion. Pareil. La question qu'on aborde, moi, je dirais déjà, il va faire juste les journaux, les fait plusieurs fois, il arrive. Et je pense que les parents, parfois, sont dans l'âge du bon résultat, comme s'ils faisaient avec cette rapidité immédiate, comme s'il y avait cette performance-là, ce qui fait que ça va créer des tensions, créer des alors, excusez-moi, Jeanne, la connexion est très mauvaise. Et la connexion est extrêmement mauvaise, on ne vous entend plus en fait. Peut-être peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre, le temps que vous m'entendiez mieux. Vous m'entendez là? Non. Si, ça y est, là c'est revenu, on dirait. C'est mieux? Oui. Ça y est. Bon, on en profite. Je disais la question, la pression sur le bon résultat, la bonne réponse, l'apprentissage qui serait une sorte d'effet magique que le parent pense qu'il suffit d'avoir fait la leçon pour que quelque part elle soit acquise et que l'enfant soit en capacité de produire tout de suite la bonne réponse. Et je crois que la grosse différence, c'est que le parent n'a pas cette connaissance qu'il faut du temps et que se tromper, c'est fantastique. Se tromper fait partie de l'apprentissage et qu'il ne soit pas en tension avec ça. Un des éléments de fatigue, c'est la lutte des parents pour vouloir que l'enfant produise la bonne réponse, le devoir parfait, le sans erreur. Et je pense qu'une des choses sur lesquelles il faut soutenir les parents en disant ça n'est pas grave s'il y a des erreurs, au contraire, on va construire et dans le temps et pas dans l'immédiateté le fait qu'on va s'appuyer sur les erreurs pour justement consolider et construire la question du savoir. Et ça, je crois que chez les parents, parce qu'ils ont une mémoire de leur propre scolarité et pas toujours très paisible, hein, pas toujours très rassurée, pas toujours très sûre,
Il faut se mettre à l'œuvre quand ils mettent leur enfant au travail. On a ça par rapport de voie générale, mais là, c'est majoré dans la situation d'école à la maison. Et donc, effectivement, beaucoup sur les sur une obligation que l'enfant produise du travail avec pas d'erreur, c'est quelque chose qui fera baisser les tensions et qui donc maintiendra l'envie d'y aller. Parce que si on va vers le scolaire, être en conflit avec ses parents, on ne va pas. Alors, excusez-moi, parce que Jeanne, c'est vrai que c'était pas très. On a entendu quand même une bonne partie, mais tout le début, on l'a raté, hein, du coup, parce que c'est vrai que voilà, là, il y avait un problème de connexion. Il y a une question qui revient, qui est revenue aussi. C'était, on parle beaucoup là des enfants, du stress, etc., mais il y a aussi l'épuisement des enseignants sur le long terme. Et alors, Morgane, peut-être là une réaction, et je crois que vous vouliez réagir aussi à ce qu'a dit Jeanne. Justement, faire un lien avec ce que nous disait Jeanne, parce qu'effectivement, les parents se mettent peut-être la pression sur le résultat à fournir et le fait que l'enfant ne doit pas faire d'erreur. Je pense aussi qu'en tant qu'enseignant, il faut peut-être arrêter de penser qu'on doit avoir le même regard sur les travaux des élèves maintenant, là en ce moment, qu'en classe. Les enfants produisent des choses à la maison. Je pense sincèrement, mais là c'est à titre personnel, hein, qu'on ne peut pas assurer une correction de tous les travaux d'élèves. Parce que j'entends beaucoup d'enseignants qui me contactent et qui me disent comment vous faites pour corriger? Moi, je corrige la nuit. Mes élèves m'envoient des photos de tous leurs exercices. Mais alors, non. Je pense que justement, les parents seront peut-être plus zen si on ne demande pas un retour sur tout, justement. On donne des consignes, des activités, des idées. On n'est pas obligé de demander la photo de tous les exercices. Fournir les corrigés aux parents pour leur permettre de corriger avec l'enfant ou pour permettre, pour les enfants qui en ont l'habitude, de se corriger tout seul, oui. Avoir un regard sur tout ce qui se fait à la maison, non. Déjà parce que nous, ça nous met dans une position un peu ambiguë. Ce n'est pas notre place, la cellule familiale. Il faut quand même rester aussi à notre place. Et on ne peut pas gérer. Moi, je sais que je ne pourrais pas tenir pendant 3 mois en corrigeant tout ce que mes élèves produisent à distance. En classe, on est dans l'immédiateté, on fait un retour sur les erreurs, on peut rectifier, sortir du matériel. Il y a un tutorat qui s'installe entre les enfants. Il y a ce que disait Serge tout à l'heure, effectivement, un apprentissage qui se fait des uns vers les autres et inversement. Là, on demanderait beaucoup trop de retours écrits et donc ça crée une pression aux parents, aux enfants et aux enseignants. Et je pense qu'il faut qu'on s'économise, sinon on ne tiendra pas, effectivement. L'épuisement aussi des enseignants, peut-être ça a été de vouloir, c'est vrai qu'on leur a mis aussi une certaine pression en leur disant vous avez plein d'outils, vous avez le CNED, vous avez, voilà, on n'a pas fait, alors on avait beaucoup de questions sur les outils en général, hein, on n'a pas fait un thème parce que le temps va nous manquer, hein, mais c'est vrai que peut-être que ça aussi, ça a géré un peu de pression, le fait qu'on leur dise d'utiliser tous ces outils-là, parce qu'il faut pouvoir y accéder aussi. Il faut pouvoir y accéder. Tous les enseignants ne sont pas équipés. Tous les enseignants n'ont pas les compétences numériques pour ça. Les consignes du type formez-vous à ça, comment, à distance, seul, bon, c'est un peu difficile à encaisser. Donc, je pense qu'à un moment, effectivement, on nous a balancé beaucoup d'outils, beaucoup de pistes et on s'est peut-être noyé dans tout ça. Donc, essayer en tant qu'enseignant de se dire non, je ne peux pas tout gérer, non, je ne peux pas tout utiliser, je vais choisir quelques outils qui me conviennent et je ne vais pas tous les maîtriser d'un coup. Voilà. Cette semaine, je vais me pencher là-dessus. La semaine prochaine, je ferai peut-être autre chose, mais pas tout d'un coup. Comme quand on découvre le métier d'enseignant, là, en fait, on découvre, on va dire, une nouvelle facette du métier auquel on n'était pas du tout préparé. Et il faut juste se pardonner ça. C'est normal. Voilà. Je pense qu'il serait important de réfléchir dans ce contexte-là, en tant qu'enseignant, quels sont mes objectifs. Et ils ne peuvent pas être les mêmes qu'habituellement. La continuité des objectifs ne peut pas être là. Elle est un leurre et elle est nocive pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut réadapter les objectifs à la réalité de ce confinement, de cette durée, du fait que ça soit des parents et des parents avec leurs moyens matériels, etc., de faire face à cette situation-là.
Donc, je pense que si on redéfinit aussi quels sont mes objectifs et qu'on n'essaye pas de maintenir quelque chose de l'avant dans une situation qui est totalement nouvelle pour tout le monde, je pense qu'on se retire une part de la pression qui a été mise sur les enseignants de maintenir justement, de continuité. On peut maintenir quelque chose d'un lien qui se maintient, mais pas un tel quel. La situation est différente, forcément, les objectifs doivent être repensés. Et je pense que si chaque enseignant refait un point sur, dans le fond, quel est l'objectif dans cette situation-là, quelles sont les priorités dans cette situation-là, du coup, on va revoir sa position et on va y aller peut-être différemment. J'ai plusieurs enseignants qui sont effectivement en limite burn-out depuis la première semaine. Donc, d'ici un mois, où en sera-t-on? Et je leur dis souvent, faites attention parce que la reprise va aussi consommer de l'adaptation, de la fatigue, parce que les enfants ne seront pas comme avant. Il y aura du stress, il y aura de l'agitation, il y aura de l'euphorie, il y aura tout un tas de choses. Donc, c'est un marathon. Et il faut le penser comme un marathon, c'est-à-dire effectivement ne pas penser que l'on va pouvoir tout maintenir dans ce cadre-là. Alors, oui, peut-être une réaction, mais le micro est fermé. Voilà. Ça y est, je l'ai ouvert. Oui. Au cours des dernières années, les formateurs avec les enseignants, on a mis en avant la pédagogie différenciée. Chose qui n'est pas facile à mettre en place dans les classes habituelles, dans les écoles ouvertes. Mais tous, nous partageons ensemble l'idée qu'il n'existe pas un enfant théorique, mais que chaque enfant a son rythme d'apprentissage et a même, je dirais, au-delà de ses compétences ou de ses capacités cognitives, perturbées par certains éléments de sa croissance ou familiale ou autre, eh bien, son rythme peut aussi varier. Et là, il se retrouve dans la maison, chez lui. Alors là, on est vraiment dans la pédagogie différenciée, je dirais par définition, parce que là, il n'est même plus au sein de la classe. Moi, je crois que en plus, il est sous le regard de son père, de sa mère, bon, s'ils sont là, ou de sa grand-mère, enfin, peu importe. Il était sous le regard des adultes, et de pas n'importe quels adultes, des adultes qui donnent une charge affective extrêmement forte. Moi, je pense, enfin, je suis convaincu que c'est là l'occasion, l'opportunité qu'il ne faut pas manquer pour que l'enfant soit en situation de réussite. De réussite. Et il ne peut pas être en situation de réussite, ou en tout cas le grand nombre, si les devoirs, entre guillemets, les activités que donne l'enseignant à ses élèves dispersés est le même pour tout le monde. Car les bons élèves, bien sûr, ou bien aidés, s'en sortiront bien, et les autres, ben, ils seront à l'index, encore une fois, de leurs échecs. Donc moi, je pense que ce qui peut être plus astucieux et plus intéressant, non pas de baisser le niveau, de donner des choses extrêmement faciles pour que tous réussissent, mais plutôt d'inverser la chose et de demander à l'enfant, dans un catalogue peut-être de connaissances qu'on lui propose, de montrer ce qu'il sait faire, mais que s'il le fait, qu'il le fasse bien. C'est-à-dire, si on est en art plastique, qu'il fasse quelque chose de bien. S'il est en histoire, en littérature, en français, qu'il nous raconte quelque chose de bien. S'il doit faire montrer une performance en grammaire, mais qu'il nous montre qu'il sait faire. De telle sorte qu'il soit, je dirais, applaudi aussi bien au sein de sa famille que par l'enseignant. Parce que la construction de la personnalité, elle passe surtout par là. C'est que l'enfant qui réussit et qui est habitué à réussir à son niveau, relativement, bien entendu, il s'en nourrit et il a envie de la retrouver. Et moi, je crois que ne pas perdre de vue cet élément-là, c'est extrêmement important et je crois que ce serait bon à la fois pour la famille en ce moment, qui a d'autres souffrances, pour l'enfant, et rassurerait aussi l'enseignant qui aurait à féliciter le plus grand nombre, si ce n'est que reprocher à certains de ne pas envoyer aucun document et rien qui puisse le valoriser. Donc, je ne crois pas, ce n'est pas de la générosité, je dirais, naïve de ma part, mais c'est plutôt la recherche d'une performance pédagogique.
Et Alors, ça recoupe ce que disait Jeanne tout à l'heure dans cette nécessité de mettre des petits rituels à jour. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais. Et je sais qu'on est nombreux à faire ça par le biais des ENT ou des emails, hein, tout simplement. C'est envoyer tous les jours aux élèves un ou plusieurs petits défis auxquels ils peuvent participer, qui ne sont pas des exercices. Ça peut être une construction en Lego, écrire une phrase, peu importe, un défi, faire une recette et récupérer des photos, des vidéos. Et les enfants aiment aussi se voir les uns les autres, parce qu'on peut partager tout ce contenu. Et ça crée un vrai lien et ça maintient la classe, en fait, ça maintient le groupe. Et je pense que c'est extrêmement prioritaire, surtout si le confinement se prolonge, pour garder quand même cet esprit de groupe et pas que d'individus à la maison ou éventuellement de petits groupes en fratrie, mais vraiment garder dans la tête de l'enfant l'idée qu'il a aussi sa place en tant qu'élève quelque part avec son groupe de camarades en dehors aussi de la maison. Et que cette place, il l'a toujours, même s'il ne peut pas aller à l'école. Voilà. Surtout que j'ai fait le retour d'une petite fille de 7 ans qui me disait, puisque je fais des petits temps d'une demi-heure pour revoir comment est-ce qu'ils vont, mes petits patients, et elle me dit, je me sens seule, je suis seule. Parce qu'effectivement, fille unique à la maison, avec famille monoparentale, mais peu importe, c'est l'absence des autres, l'absence du groupe classe, l'absence de la richesse de cette interaction sociale, ben, elle lui pèse effectivement très très fort. Et donc la question, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Morgane, du scolaire, c'est pas seulement les apprentissages, c'est le fait de faire partie d'un groupe et de tout ce que ça vient me faire grandir et m'aider dans mes savoir-être, dans ma façon d'aller vers les connaissances aussi. Et ça, je pense que c'est une des choses sur lesquelles, effectivement, maintenir un lien et faire collectif dans un moment d'isolement, ça peut être très important. Alors, je propose qu'on passe au dernier thème. Le dernier thème, alors on a quelques questions qui s'affichent, mais il est plutôt vaste, c'est les pistes pour la suite. Alors, juste pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, il y a aussi effectivement les inquiétudes. Je crois que le ministère a annoncé à peu près entre 8 et 10% d'élèves perdus. Donc perdus parce que pas connectés, parce que pas de réponse de la part des parents pour X raisons, peu importe. Mais voilà, ça aussi, parmi les pistes pour la suite, ben voilà, comment faire avec ces élèves entre guillemets perdus en ce moment, et puis comment imaginez-vous cette reprise, cette suite, les évaluations du 3e trimestre s'il y a une reprise à l'école. Hein, pour l'instant, bon, on attend encore plus de précisions. Voilà, donc une réaction peut-être sur déjà les élèves perdus. Morgane, ou est-ce que vous en avez? Non, alors j'ai peut-être une ou deux familles qui me donnent peu de nouvelles, mais je sais qu'ils reçoivent ou voilà ce que je peux proposer. Mais sinon, globalement, je communique énormément avec les familles, donc j'ai vraiment de la chance, c'est que le lien s'est créé de suite et en voyant les premiers enfants participer, des enfants plus discrets se sont mis à envoyer des vidéos, donc j'ai de la chance, c'est vrai. Maintenant, je partage avec beaucoup d'enseignants qui effectivement sont très inquiets, eux, d'avoir perdu des élèves, de ne pas arriver à créer ou maintenir ce lien. Je partage cette appréhension, mais je pense que les enfants qu'on a perdus là maintenant, malheureusement, c'est un fait. On ne peut pas, en fait, on n'a pas de baguette magique, hein, surtout nous en tant qu'enseignants. Donc il faut, je suppose qu'on fait tout ce qu'on peut, on essaye d'appeler, de joindre. Après, il faut peut-être passer la main à nos chefs d'établissement, aux directeurs qui peut-être feront des signalements au niveau de l'inspection. Mais nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on se concentre sur notre rôle, qui est de maintenir cette continuité pédagogique avec notre classe. Voilà, une fois qu'on a atteint nos limites, il faut savoir reconnaître qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Après, peut-être, Jeanne, il y aura peut-être une façon de faire avec ces élèves quand ils vont revenir, puisqu'ils auront été absents pendant 2-3 mois. Donc, justement, comment les inclure quand les autres ont toute une histoire? Avant qu'ils reviennent, je suis d'accord avec Morgane. C'est pas une question de continuité pédagogique ou d'apprentissage. Et moi, je serais inquiète de ne pas avoir de nouvelles du tout d'un enfant. Il y a quand même des familles où les contextes sont difficiles. Et du coup, moi, je dirais oui, il faut quand même, il me semble, un mois de plus devant nous
avoir au moins un contact, effectivement, de savoir comment les enfants vont, où est-ce qu'ils en sont et est-ce que la famille a des difficultés, pas par rapport forcément au pédagogique, mais tout court, par rapport au bien-être de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans des isolements, des situations familiales très précaires et inquiétantes, et je pense que l'école et pas l'enseignant se doit effectivement d'avoir une mission de surveillance par rapport à des situations qui peuvent interroger, pour lesquelles on peut se demander si ça va. Si ça va, ne serait-ce que est-ce que quelqu'un est malade dans la famille et comment l'enfant le gère, etc. Après, je pense qu'il ne faudra pas se précipiter, mais comme on le fait chaque fois qu'il y a une situation de crise, d'attentat, etc., il faudra parler, il faudra donner la parole, il faudra parler du vécu, il faudra prendre du temps pour, à l'inverse, retrouver des rituels, parce que ce n'est pas parce que l'école a des rituels forts qu'on va les retrouver tout de suite, parce que 2 mois de pause et 2 mois qui ne sont pas des mois de vacances vont amener effectivement à une excitation, à devoir retrouver sa place dans le groupe avec ceux qui auront vécu un confinement paisible, soit parce qu'ils ont plus d'espace et un jardin, et ceux qui auront vécu un confinement beaucoup plus difficile, voire toxique, voire traumatisant, parce qu'il y a des cris, parce que c'est tendu, parce qu'il y a peur par rapport à l'emploi, etc., etc. Donc, je pense que la première chose, c'est ne pas forcément vouloir retrouver toujours pareil, du savoir tout de suite, même si c'est rassurant pour l'enfant, mais aussi prendre la mesure de où est-ce que chacun en est et est-ce qu'il est disponible, au vu de comment ça s'est passé pour lui, est-ce qu'il est disponible ou pas à retrouver quelque chose. Il faut avoir de la tête dans sa place. J'apprends surtout ça en famille d'accueil. Pour qu'un enfant puisse apprendre, il faut qu'il ait de la sécurité suffisamment pour avoir de la place dans sa tête pour pouvoir rentrer des nouveautés du savoir. S'il est trop préoccupé par beaucoup d'émotions, il n'y a pas de place. Et donc, l'idée va être effectivement de faire parler les enfants, de partager les expériences pour après pouvoir retrouver quelque chose à la fois du rituel et à la fois d'un espace pour les savoirs et pour les apprentissages. Et du coup, recentrer nos objectifs, ce qui fait le lien avec cette idée d'évaluation au 3e trimestre. 3e trimestre qui est déjà bien entamé, et peut-être se dire que oui, cette année, on va faire le deuil des livrets scolaires avec les petites cases bien remplies, acquis, non acquis, et se concentrer plus sur l'élève, son vécu, et juste assurer, on va dire, une passerelle vers l'année prochaine où on reprendra tout et où de toute façon, ce qui doit être acquis le sera progressivement et avec toute l'adaptation dont on saura faire preuve à l'école. Mais quand? Voilà. Je pense que l'évaluation là, c'est pas la priorité. Ou alors l'évaluation de la relation. Bon, mais je crois qu'on arrive à peu près à la fin de ce débat avec ces quatre grands thèmes. Je sais qu'on nous avait envoyé beaucoup de questions. On a essayé de balayer un petit peu tout ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce qui est important, c'est de garder le lien avec l'école. Ça, c'est primordial. Le lien avec le groupe aussi, quand on peut publier des travaux communs, etc. Ça, c'est une très bonne chose aussi. C'est important. Effectivement, les élèves perdus, c'est difficile. Être attentif quand même que ce ne soit pas juste une perte technique entre guillemets et donc essayer de trouver, donc soit par un signalement, mais essayer d'en savoir plus autant que ça se peut. C'est sûr qu'on n'a pas, vous n'êtes pas des magiciens non plus, mais voilà, en tout cas, ça inquiétait, c'est aussi un des rôles à avoir. Et je sais que parmi les messages qu'on a eus, c'est le cas. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent justement sur ces élèves perdus et qui ne savent pas trop comment faire. Ce qui est important aussi, c'est prendre le recul sur le temps parce qu'effectivement, c'est 2-3 mois sur un cycle de 3 ans. Donc, effectivement, on peut se dire que oui, on vit une situation exceptionnelle, mais 3 mois sur 3 ans, c'est pour tout le monde déjà. Ça, vous l'avez bien dit, tout le monde s'arrête pendant 3 mois. On peut approfondir, on peut aller plus loin enfin plus loin, en tout cas faire de l'entraînement, etc. Et c'est pas grave si on va pas vers des nouveaux savoirs. Voilà, j'essaye dans les très grandes lignes faire un résumé impossible d'ailleurs parce que beaucoup de choses ont été dites et passionnantes. Peut-être chacun d'entre vous un petit mot de la fin parce que la dernière question c'était
comment imaginer une reprise dans les meilleures conditions? Je crois qu'on y a un peu répondu là. Et un mot de conclusion, on peut commencer. Morgane, peut-être? Non, je pense que enfin, je parle au nom dans ma position d'enseignante. On a vécu là quelques semaines où on s'est un peu rodé. Les semaines à venir, personne ne sait vraiment combien il y en aura. Donc, on est tous un peu dans l'incertitude. Donc, préparer au mieux la fin, c'est aussi s'économiser nous, garder en tête effectivement nos objectifs prioritaires, préparer un retour à l'école qui sera différent de d'habitude et peut-être arrêter d'attendre désespérément d'avoir des consignes officielles claires et les mêmes pour tous et faire avec ce qu'on peut faire, l'équipement qu'on a, la formation qu'on a et l'envie voilà, qu'on a en tant on va dire en tant qu'humain avant de mettre la casquette de prof, quoi. Voilà. Jeanne? Moi, je voudrais rester positive parce que je vois passer beaucoup de traumatismes, de post-traumatismes, de risques. Je trouve que l'être humain est extraordinaire, capable d'adaptation. Ce n'est pas une situation facile, mais je pense que c'est une situation qui peut aussi nous amener à venir réinterroger les fondamentaux. De comment on fait, de quelles sont nos ressources, de où sont nos fragilités. Et donc, sans vouloir nier les zones de questionnement, de fragilité, je pense qu'au final, c'est une obligation de venir réinterroger pas mal de choses à tous les niveaux et que c'est plutôt très intéressant. C'est un arrêt sur image, ça bouscule tout. Et intellectuellement, en tout cas, même si dans le quotidien c'est complexe, intellectuellement, je pense que prendre le temps de revenir sur ce qui a été vécu, ce qui s'est fait, ce qui s'est produit, de quoi avons-nous besoin, où sont nos fondamentaux, c'est vraiment pour moi d'une grande richesse à venir si on veut bien prendre le temps de revenir après coup sur cette période-là. Merci. Serge? Oui. En fait, deux choses. Une, c'est que finalement, il faut se poser des questions dans les deux sens. C'est-à-dire que un peu, on agit en se disant un peu comme si l'école fonctionnait bien, avec des professionnels, machin, etc. Et puis, il y a les enfants qui sont maintenant dans la famille, il faut faire autre chose, etc. Mais l'attitude des enfants qui sont au sein de leur famille, leur réussite ou leur échec, ou parfois leur absence, quand ils ne répondent plus, même au téléphone, etc., nous renvoie aussi à nous, l'école. Peut-être des questions que l'on doit se poser. Moi, globalement, la France fonctionne encore. La France, c'est pas que la France d'ailleurs, hein, mais le système scolaire fonctionne encore avec les schémas de l'école de Jules Ferry, même si les tables se mettent parfois en équipe, en groupe, etc. Mais la discipline, l'indiscipline prend parfois le pas sur des moments bien aménagés pour pouvoir enseigner ou en tout permettre aux enfants en tout cas d'apprendre, je dirais, avec une véritable motivation. Je crois que ça nous pose des questions aussi dans les deux, ça pose des questions aussi dans les deux sens. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que, bon, on n'a pas du tout abordé ce sujet-là, évidemment, aujourd'hui, c'était pas l'objet, mais chaque enseignant est amené à se poser des questions, en se disant pourquoi on ne me répond pas? Ah, c'est super, je vois vraiment mes enfants qui ont l'air de coopérer, je vois des familles qui ignorent, d'autres pas. Enfin, je veux dire, quelle est la place de l'enfant et de l'élève dans le monde d'aujourd'hui? Parce qu'il a tellement changé le monde depuis Jules Ferry. Bon. Et l'école aussi a quand même évolué, heureusement. Et le deuxième point que je voulais juste dire, c'est que il revenait bien aux éditions CEDRAP de faire ce débat, puisque quand le CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance, donc qui s'adresse à des enfants qui sont hors système scolaire, avait décidé de se mettre en accord avec un éditeur scolaire en France pour élaborer à la fois les manuels et les accompagnements pour les parents, pas pour les enseignants, pour les parents, l'enseignant était complètement extérieur, eh bien, c'est les éditions CEDRAP qui avaient remporté, je dirais, ce concours et qui était devenu, pendant plusieurs années, l'éditeur du CNED, qui d'ailleurs maintenant fonctionne complètement en autonomie, puisqu'ils ont repris leur autonomie.
Voilà, donc je suis ravi personnellement d'avoir participé à ce débat et de m'être enrichi des réflexions des deux intervenants qui étaient vraiment, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui sont vraiment, je dirais, pleines de bonnes idées, d'enthousiasme et d'une grande intelligence. Bon. Et merci pour m'avoir invité. Alors, voilà, ben alors moi aussi à mon tour de vous remercier d'avoir participé à ce débat. Je remercie aussi beaucoup aux personnes qui ont assisté, qui ont envoyé plein de messages sur le chat, qui ont réagi. Et Léa, qu'on ne voit pas là, qui est dans l'ombre et qui m'a envoyé plus ou moins les questions qui remontaient, qui a été très soucieuse aussi de vos réactions sur le chat. Donc voilà, des réactions positives, leurs inquiétudes, etc. On a essayé d'aborder la majorité des sujets. C'est voilà, le sujet est très vaste et on pourrait en parler encore longtemps. En tout cas, cette vidéo, on va la laisser disponible pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. On pourra la retrouver sur cedrap.fr ou sur YouTube. Bien sûr, sur notre Facebook et Instagram, vous allez retrouver également des liens pour cette vidéo. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau débat, un nouveau thème. Merci encore à vous trois pour votre participation. Et voilà, moi personnellement, je suis ravie de ce débat qui a été passionnant et je suis sûre qu'il a soulagé et qui a en tout cas soutenu les enseignants qui étaient avec nous et les parents aussi pour que chacun se déculpabilise un petit peu et remette voilà, un peu de recul dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, merci à tous et à très bientôt alors. Au revoir. Au revoir.